Il est là, Youssef Chaiban avec nous, applaudissements. Merci Youssef d'être là. Ça va, M. Mziane? Alors tu es donc Senior Manager People Strategy et Transformation chez KPMG. Effectivement. Félicitations parce que c'est un nouveau poste justement qu'il occupe. On peut l'applaudir. Merci Landry. Ça va? Très bien. Bon, c'est vrai que la fonction RH, on n'en parle pas beaucoup et pourtant elle est aussi essentielle, elle est importante dans une PME parce que c'est elle qui est une résultante aussi concrète de la performance et d'une transformation, tout simplement. Effectivement, qu'on le veuille ou non, c'est une variable à prendre en considération. Oui. Si on le fait, tant mieux. Si on ne le fait pas, généralement, on en paie les frais. Effectivement. Malheureusement. Alors, on a une première partie avec toi, c'est tout simplement la question pourquoi digitaliser la fonction RH. Et je crois que la première question qu'on peut se poser, qu'on peut relever, c'est les problématiques typiques qu'on a dans les fonctions RH et comment le digital peut être un levier. Oui, effectivement. Alors, sur ce premier volet, je pense qu'on ne va rien vous apprendre de nouveau. Vous êtes sur le terrain, vous êtes des gérants ou des dirigeants de PME, donc vous connaissez peut-être mieux que nous les problématiques que vous gérez un peu au quotidien, mais je pense que c'est quand même utile de faire un petit rappel avant d'entrer dans le détail et de voir comment la digitalisation peut nous aider à adresser ces problèmes. Donc, on a cité quelques exemples. Le premier, généralement, qu'on rencontre dans une PME, c'est le manque de traçabilité des opérations et surtout l'absence de données RH. Oui. Alors que généralement, donc le premier, peut-être parmi les premiers rôles de la fonction RH, c'est de connaître ses collaborateurs. Quand je dis connaître, c'est les connaître sur le plan humain bien sûr, mais aussi sur le plan data, donc données RH. Quand je dis données RH, c'est pas que les données personnelles, mais ce qu'ils font dans l'entreprise, ce que fait cette personne, quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire, voilà. Et donc généralement, moi, à travers ma petite expérience, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec des entreprises, même de taille, des fois de 200, 250 personnes, des fois le client était incapable de sortir un fichier Excel à jour, fiable, qui est capable de retracer les données de ses collaborateurs. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, même en 2024-2025, on voit encore des cas. D'accord? Et ça, c'est problématique. Alors, parmi les phénomènes aussi qu'on observe dans les PME, c'est une organisation qui est pilotée par l'urgence opérationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation qui est pensée, qui est réfléchie en fonction d'une stratégie. Et le mot stratégie ne doit pas faire peur, comme disait tout à l'heure Sina. Et généralement, on pilote par ce qui est urgent. Ouais. Et là, je voudrais parler d'un phénomène qui est observé beaucoup dans les PME. C'est que généralement, je peux par exemple démarrer une entreprise, commencer à travailler petit à petit, peut-être mon affaire prend de l'ampleur, les flux sont drainés, mon chiffre d'affaires évolue. Et à un moment donné, l'affaire peut atteindre une taille critique qui fait que il n'est plus possible de fonctionner comme avant. Et généralement, les entrepreneurs ou les patrons d'entreprise, quand ils démarrent, ils ont tendance généralement à préférer faire tout eux-mêmes. Parce que généralement, je me fais plus confiance, je dis que ça va être plus vite, que je vais être plus efficace, etc. Et si mon affaire grandit et que les flux deviennent de plus en plus importants, à un moment donné, je peux atteindre une taille critique et je me retrouve avec quelques dégâts, par exemple, dans la satisfaction client, dans des retards, etc. Parce que je n'ai pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ces bonnes décisions, elles peuvent être sur les outils, sur, par exemple, je ne sais pas, des choses simples comme un changement de local, mais en très grande partie, elles passent aussi par des décisions RH. Parce que peut-être je n'ai pas su recruter les bonnes personnes au bon moment, je n'ai pas su commencer à déléguer, à former une relève pour que je puisse avoir quelqu'un qui puisse m'aider, etc. Et ça peut laisser des dégâts, perdre des clients peut-être, perdre des opportunités, etc. Et donc des process qui sont improvisés, des options de carrière limitées. Exactement. Donc tout ça, forcément, ça a un impact considérable. Par exemple, le process improvisé, ça veut dire qu'on va gérer au cas par cas. Je prends l'exemple simplement de la performance. Je ne vais pas faire en sorte de discuter avec mes collaborateurs de leur performance de façon périodique et méthodique, mais plutôt je vais attendre quand il y aura un problème sur le produit, une insatisfaction client, une crise avec un client. C'est là que je vais aller voir mon collaborateur et lui dire alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le problème, comment on peut le résoudre. Voilà. Et aussi un dernier point peut-être sur ce volet-là, c'est les options de carrière qui sont limitées. Généralement en PME, on se retrouve dans l'impossibilité de proposer beaucoup de choses comme évolution aux collaborateurs, surtout avec la nouvelle génération, qui est généralement friande de changement, et elle veut rapidement évoluer, etc. Et on peut se retrouver dans la situation où on n'est pas capable de proposer une évolution verticale forcément, qui répond à ses besoins. Par contre, il y a des possibilités d'offrir des choses en horizontal, avec un accompagnement bien sûr en termes de rémunération, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu juste pour dresser, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques problèmes, sachant que, comme j'ai dit, sûrement vous connaissez un peu mieux votre contexte. Alors, les bénéfices, justement, à se mettre à fond à la digitalisation des ressources humaines, est-ce qu'elle peut atteindre, justement, est-ce que ça peut permettre d'atteindre une sorte
d'amélioration des process et donc amélioration de la transformation. Tout à fait. Alors, avant de parler de bénéfices, pourquoi j'ai essayé de commencer avec cette pyramide que j'étais en train de voir, peut-être que vous l'avez déjà croisée quelque part. En fait, c'est un classique de la littérature sur les ressources humaines. C'est pour expliquer un peu, c'est quoi le rôle de la RH dans une entreprise? Pourquoi la fonction RH doit exister ou existe déjà dans une entreprise? Et ce rôle, on peut le décliner en 3 niveaux, en commençant par le bas. Ben, le premier, c'est ce qu'on va appeler le rôle transactionnel. Et ce rôle-là, il existe d'une façon ou d'une autre dans toute entreprise. C'est soit il y a une équipe qui le fait, un chargé de RH, ou c'est même le patron d'entreprise qui est en train de le faire. Donc c'est gérer des contrats, payer des salaires, répondre à des obligations administratives, etc. Donc ça, c'est le rôle basique de la RH, sans lequel la RH n'existerait pas. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on va appeler le niveau tactique. Donc, dans lequel donc, je vais commencer à penser recrutement, formation, développement de compétences, rétention des talents, etc. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau stratégique, dans lequel je vais réfléchir un peu à long terme. Je vais me dire, par exemple, il y a l'IA qui arrive sur le marché, j'ai besoin de me positionner sur les différents sujets que Yasmina était en train d'expliquer. Est-ce que j'ai les bonnes personnes dans mon équipe? Quand est-ce que je dois les recruter? Est-ce que je dois former des personnes qui sont dans mon équipe déjà sur ce type de sujet? Comment je souhaite me positionner sur tel ou tel autre sujet? Voilà. Et donc, c'est des réflexions à la fois organisationnelles en termes de ressources qualitatives et quantitatives. Qualitatives, c'est-à-dire en termes de compétences. Quantitatives, c'est-à-dire en termes d'effectifs. Voilà. Et donc, remonter jusqu'à la stratégie. Exactement. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, la digitalisation, à minima, elle doit vous permettre de sécuriser la partie transactionnelle. C'est-à-dire, au minimum, elle doit me permettre d'assurer la paix si vous décidez de ne pas externaliser la paix, ce que vous faites généralement, je pense, en PME, et ça peut être une bonne décision. Mais au moins, elle doit m'assurer la partie, par exemple, contractuelle, la gestion des demandes administratives, la gestion des données des collaborateurs. Donc, au minimum, je dois avoir ça. Après, dans un deuxième niveau, elle peut m'aider bien sûr à remonter sur les autres volets. Et donc, si on veut résumer un peu pour l'entreprise, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ça peut m'apporter déjà ce premier niveau qui est le transactionnel, une maîtrise des risques d'erreur et de non-conformité, un gain de temps important sur la gestion opérationnelle. Exemple, par exemple, j'ai des collaborateurs, je dois suivre leur solde de congé, je le fais dans un fichier Excel, oui. Les demandes ne sont pas digitalisées, je dois à chaque fois peut-être les appeler, discuter pour savoir, tu as pris quel congé, quelle date pour mettre à jour les soldes et tout. Tout ça, c'est des heures qui sont perdues. Voilà, donc il y a un outil digital qui peut vous aider à reprendre le temps perdu sur ce volet-là. Je peux bien sûr, à travers la digitalisation, avoir un impact positif sur l'image de l'entreprise. On parlait tout à l'heure de référencement, de réputation sur les réseaux sociaux, etc. Donc une entreprise digitalisée, ça a une meilleure image indéniablement. Et puis la capacité à piloter la performance RH au lieu de subir les coûts RH. C'est ce qu'on appelle les coûts RH. À prime abord, quand on va dire coût RH, on va penser masse salariale. Oui. Mais pas que ça. Pas que ça. Alors, coût RH, ça peut être le temps que je passe à recruter des gens qui, après 3-4 mois, vont quitter parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'on est en train de faire, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas assez organisé, etc. C'est le temps que, par exemple, je vais passer, comme j'ai dit tout à l'heure, à traiter des choses administratives sans valeur ajoutée. C'est, par exemple, je suis dans un secteur, par exemple, je vais dire les installations électriques. Pour intervenir sur un projet, j'ai besoin que mes collaborateurs aient des certifications, des habilitations précises. Je n'ai pas d'outil digital pour suivre ça. Je veux intervenir, je trouve que les certifications sont déjà expirées. Voilà. Donc, je perds une opportunité. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va appeler le coût RH. Et une solution digitale, ça pourrait m'aider à anticiper ce genre de questions. Alors, Youssef, pour le collaborateur. On va tout résumer dans une seule expression, c'est l'expérience collaborateur. Alors, l'expérience collaborateur, c'est une notion, je ne vais pas dire qui de plus en plus prend place dans les entreprises, elle a déjà pris place dans les entreprises, en parallèle avec ce qu'on appelle l'expérience client. Donc, expérience collaborateur, de la même façon que l'expérience client. Donc, c'est toutes les interactions qu'une personne va avoir avec mon entreprise, pas depuis le début de sa collaboration, mais même quand il est candidat potentiel. Comment il va percevoir mon offre? Quelle est l'idée qu'il va se former de mon entreprise? Comment il va passer des entretiens? Comment il va postuler déjà? Ensuite, quand il va être dans mon entreprise, quel sera son quotidien, etc. Et la question que j'ai envie de vous poser, ou que vous devriez vous poser, c'est quelle est l'expérience que j'ai envie d'offrir à une personne qui va travailler dans mon entreprise? Est-ce que j'ai envie qu'il ait une perception positive, qu'il ait une expérience engageante et agréable, ou bien j'ai envie de lui compliquer la vie? Je pense que la réponse est claire. Je pense pas, et donc, effectivement. si la réponse est que je veux lui offrir quelque chose de positif, il faut y mettre les moyens. Alors Youssef, tu me permets, je précise, parce que je vois qu'il y a beaucoup de photos qui sont prises. Prenez-les, bien évidemment. Moi, j'adore être en photo. Mais on vous enverra, bien évidemment,
cet écran qui sera réadapté, toutes les informations qui sont là, elles vous seront envoyées par mail, bien évidemment, dès la semaine prochaine. On l'appelle le guide pratique 100% PME. C'est le vôtre, c'est cadeau, c'est à Tijara Fabank et c'est le matin. Youssef, on va parler peut-être ROI. On en parlait tout à l'heure avec Yasmina, mais là, cette fois-ci, ROI façon fonction, hein, RH. Tout à fait. On a parlé de moyens, on a dit qu'il faut mettre les moyens. Donc, justement, si je mets les moyens, c'est quoi mon retour sur investissement? Alors, comme dans tous les projets qui sont relatifs à des fonctions support, généralement, c'est difficile de calculer un ROI précis sur le business. Par contre, juste quelques directives pour pouvoir le faire. Donc, un projet de digitalisation, ça a des coûts. D'abord, un coût du projet d'implémentation. Des fois, on peut être sur des solutions qui nécessitent une implémentation, des fois non. On a des solutions juste de type ce qu'on appelle plug and play, ça veut dire je vais l'utiliser tel quel. C'est le budget d'acquisition ou d'abonnement de la solution, donc ça c'est les coûts directs. Et puis les coûts indirects, c'est le temps que je vais passer sur le projet, s'il y a un projet, et puis un temps d'adaptation dans lequel je vais commencer à utiliser un peu la solution, etc. En face, donc ce que je vais gagner, c'est une estimation du temps opérationnel qui est épargné. Donc les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, le temps, c'est de l'argent. Donc, si j'arrive à épargner le temps que j'ai passé sur des traitements de fichiers Excel, sur de la fiabilisation de données, etc., c'est déjà pas mal. Et puis, le coût des erreurs que je pourrais faire sur la partie, le bas de la pyramide qu'on a vu tout à l'heure. Après, il y a des gains indirects, bien sûr, sur la réduction de la charge mentale, que ce soit chez les dirigeants ou les collaborateurs, pour penser à des choses ou réfléchir à des choses qui n'ont pas forcément de la valeur ajoutée, une réduction du turnover et surtout une satisfaction de mes collaborateurs si j'arrive à leur offrir une expérience collaborateur qui est intéressante. Alors, digitaliser la fonction RH, par où commencer, mon cher Youssef? Alors, par où commencer? Je ne vais pas donner une réponse directe pour dire il faut commencer par tel process ou tel autre. Ça dépend de chaque PME? Exactement, parce que chaque PME elle a son propre contexte, sa propre réalité. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est une approche pour réfléchir sur ce que vous devez, ce avec quoi vous devez commencer. Et cette approche-là, moi, je peux dire qu'elle est valable à la fois pour la fonction RH ou pour toute autre fonction, peut-être dans l'entreprise, notamment les fonctions, je parle des fonctions support. Donc, c'est une réflexion avec double variable, impact et coût. Quand je dis impact, il faut penser à vos process clés sur la RH. Ça veut dire, je vous donne un exemple, si je suis, par exemple, j'ai un petit centre de relations clients, j'emploie, je ne sais pas, 30, 40 personnes, j'ai des clients à l'étranger, etc. Dans cette activité, le processus de recrutement, il est névralgique. Si je mets beaucoup de temps à recruter et je n'arrive pas à recruter les bonnes personnes, sûrement j'aurai un impact sur l'opérationnel. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur des entreprises qui sont dans des secteurs assez normés, qui nécessitent des certifications, des respects des normes, etc. La formation, c'est un processus clé. D'accord? Donc, il faut identifier d'abord c'est quoi votre processus clé, c'est quoi vos processus clés ou votre processus clé, et à partir de là, ça sera votre priorité pour la digitalisation. Et généralement, je reviens à la pyramide qu'on a vue tout à l'heure. Ce qu'on a vu dans le bas de la pyramide, c'est-à-dire la partie transactionnelle, elle va se situer ici, dans les gains rapides. Parce que c'est des choses qui ont un impact important. Et qui sont palpables aussi rapidement. Qui sont palpables rapidement. Et dont le coût de digitalisation, généralement, n'est pas très important. Pour digitaliser un process d'absence, demande de congé, demande d'attestation, etc., ce n'est pas des choses qui coûtent très cher. Donc, je peux y aller très rapidement. Après, les autres processus clés, je peux les retrouver dans la partie next. Les autres, donc, les impacts bas et coûts bas, je pourrais les faire. On va dire c'est des nice to have, c'est-à-dire c'est des choses qui peut-être ne sont pas avec un impact important, mais si le coût n'est pas élevé, ben pourquoi pas. Et puis la dernière raison, c'est ce qu'on va appeler des no-go, c'est-à-dire c'est des choses qui coûtent cher, qui n'ont pas beaucoup d'impact, j'ai pas besoin de les digitaliser. Et là, il y a deux points importants que je voudrais souligner sur cette partie-là, c'est que quand je dis choisir ces processus clés, et encore, pourquoi ne pas les décortiquer pour dire qu'est-ce que je veux digitaliser et qu'est-ce que je ne veux pas digitaliser. Par exemple, si je décide que le recrutement, c'est un processus important pour moi. Mais est-ce que pour autant, je suis obligé de digitaliser tout le process, depuis le début jusqu'à la fin? Peut-être non. Je vous donne un exemple. Si je recrute, allez, on va dire, je ne suis pas dans une phase de croissance énorme, je recrute 3-4 personnes par an. Est-ce que forcément j'ai besoin d'un outil digital pour traiter les CV? Non, pas forcément. Je pense que non, parce que le volume ne le justifie pas. À partir de combien? 10, 15, 20, 30 personnes? Ben, ça dépend du volume de CV que je reçois en entrée. D'accord? Okay. Donc, l'idée, c'est juste un exemple, mais pour dire que même au sein du process que vous choisissez, vous avez la possibilité de choisir des outils ciblés qui vous permettent d'optimiser le coût, le temps et l'effort pour digitaliser de façon simple et pragmatique. Alors, comment choisir les bons outils, justement, pour digitaliser sa PME et
Comment choisir les bons Sa outils? fonction RH. Oui, alors d'abord les fonctionnalités proposées par l'outil, est-ce qu'elles sont utiles pour moi? Il ne faut pas tomber dans un effet de mimétisme avec les grandes entreprises, c'est-à-dire juste parce que je vois que c'est beau, c'est intéressant, je voudrais le faire. Ce n'est pas intéressant pour une PME, il faut être pragmatique comme j'ai dit tout à l'heure, il faut aller droit au but, sélectionner des choses qui sont utiles pour moi. Et sur les outils qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, il y a toujours la possibilité d'avoir un niveau de granularité assez intéressant dans le choix des process que je veux choisir. Par exemple, je vais choisir le recrutement, je ne suis pas obligé de prendre toutes les fonctionnalités, je peux prendre ce qui m'intéresse, ou je peux prendre tel module et pas l'autre, etc. Donc il y a des possibilités intéressantes pour prendre de bonnes décisions. Qui va utiliser cet outil ou bien qui va utiliser quelle fonctionnalité, je ne suis pas obligé de prendre l'outil pour tout le monde si ça va me coûter beaucoup. Par exemple, je prends un outil pour l'évaluation de la performance, je le prends juste pour mes managers. Je ne paie que les licences pour les managers, ce n'est pas la peine de le prendre pour les... Donc ça peut être 3 personnes, 5 personnes, voilà, peu importe. exactement. En tout cas, l'idée c'est de cibler efficacement. Exactement. Est-ce que j'ai besoin d'un outil intégré ou de plusieurs solutions? Alors, c'est toujours bien d'avoir un outil intégré. Ça permet de vivre une expérience similaire pour tout le monde et sur tous les process. Si je n'ai pas les moyens, je peux regrouper plusieurs outils sur la formation, sur le recrutement, etc. Et offrir quelque chose quand même d'intéressant, c'est mieux que de rien faire. Et puis la dernière question, c'est que le coût d'accès... Flows, la dernière question. Exactement. Alors il faut savoir que vous aujourd'hui, et tel que le monde est fait aujourd'hui, on a tous accès à des solutions internationales, accessibles, à des prix très intéressants. On parle des fois d'un prix, par exemple, sur la digitalisation des processus de base. Ça va être par exemple du 5-10 $ par collaborateur par mois, d'accord, et avec un volume minimum, par exemple, de 10 collaborateurs, 20 collaborateurs. Pour une PME, c'est des choses qui sont quand même faisables. Ça ne devrait pas faire peur et ça me permet d'avoir accès à un contenu qui est quand même intéressant. Il y a certaines astuces à prendre en considération quand on veut choisir des solutions. Moi, ce que je recommanderais, c'est par exemple d'aller vers des solutions qui vous permettent, par exemple, des périodes d'essai gratuits, un mois, par exemple, des choses comme ça. Donc, tester. Exact, pour tester. Aussi, il y a des solutions qui, comme par exemple pour les plateformes de streaming type Netflix et autres, vous donnent la possibilité d'acheter en ligne un abonnement et de le désactiver à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin de signer un contrat de 1 an, 2 ans ou quoi que ce soit, donc ce n'est pas engageant. C'est aussi de laisser. D'aller aussi vers des solutions peut-être de type plug and play. Ça vous permet d'épargner le coût du projet et toute la complexité de mettre en place un projet d'implémentation et tout. Donc c'est quelques astuces à garder en tête quand on est en train de chercher des solutions. Et là aussi, c'est valable aussi pour pas mal d'autres fonctions support et pas que pour la RH. Youssef, on arrive à la dernière partie, il nous reste très peu de temps, 3 minutes pour dessiner un peu les contours de quelle feuille de route on doit avoir pour se transformer, se digitaliser et avoir des impacts finalement concrets pour ces ressources humaines. Exact. Alors là, on remarque qu'on a parlé de transformation et pas que de digitalisation, parce que transformation, c'est un peu plus grand. Exactement. Donc, tout d'abord, il faut comprendre l'existant. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait de connaître mes processus clés, savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important pour moi. Et aussi, un point intéressant que je voudrais souligner, c'est que généralement, un projet de ce type, c'est l'occasion pour moi aussi de mettre à niveau mes processus. Et dans les PME, généralement, on n'a pas besoin de compliquer les processus, d'avoir des choses qui sont des usines à gaz. Ouais. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement de vous intégrer à ce que vous propose la solution. Ça veut dire que si j'ai une solution qui me propose dans son workflow simple de gérer par exemple les absences, les notes de frais, les congés, je peux tout simplement, sans réinventer la roue, juste utiliser le processus qui m'est proposé par la solution et je n'ai pas besoin d'aller essayer d'adapter, je m'adapte plutôt à la solution. Définir des objectifs, ça veut dire je dis, par exemple, dans les 3 ou 6 premiers mois, je veux que mes processus de congés, tout ce qui est gestion administrative, absence et tout, ils soient digitalisés. Dans 1 an, je serai sur le recrutement. Dans 1 an et demi, je vais m'occuper de la formation et ainsi de suite. En tout cas, définir des objectifs temporels clairs vers lesquels je vais aller. Définir un plan d'action. Définir un plan d'action. Comment je vais y arriver? Donc un plan d'action simple. Par quoi je vais commencer, etc. Choisir les outils et les modes d'accompagnement. Et donc les outils, on en a parlé tout à l'heure. Sur les modes d'accompagnement, si vous pensez que vous êtes capable de le faire vous-même, tant mieux pour des questions d'optimisation. Mais si vous pensez que vous n'aurez pas le temps et que finalement vous n'allez rien faire, il vaut mieux faire appel à des spécialistes. Et généralement, il y a une offre sur le marché qui n'est pas forcément chère pour des PME pour se faire accompagner et mettre en place des choses intéressantes. Et donc 5e point, c'était définir forcément les KPIs. Exactement, pour savoir est-ce que mon projet a donné des résultats ou pas. Comment gérer le changement dans un projet de transformation? Oui, alors le volet changement, généralement, il est négligé ou laissé de côté. On remarque ça même dans des grandes entreprises, alors que c'est un aspect vraiment très important. Donc la première chose pour la conduite de changement,
il faut sensibiliser, il faut faire comprendre aux gens la raison pour laquelle il faut mettre en place des choses, il faut changer des choses. Donc il faut les amener à percevoir les choses peut-être telles que vous êtes en train de les voir, ou peut-être carrément les amener à faire surgir des choses que vous n'avez pas vues. Et la meilleure façon de le faire, c'est de donner l'occasion aux gens de s'exprimer, à vos collaborateurs, voilà, de discuter avec eux, de voir quels sont les points de douleur, etc. La deuxième partie, c'est de créer l'envie du changement. Ça veut dire qu'il faut donner envie. Et là, on revient à une question très simple, c'est quel est l'intérêt pour moi? Moi, en tant que collaborateur, en tant que manager, en tant que responsable dans cette entreprise, quel est l'intérêt pour moi d'être embarqué dans ce projet de transformation? Il faut répondre à cette question. Et des fois, par exemple, vous pouvez avoir un collaborateur ou une collaboratrice qui a l'habitude de faire quelque chose d'une certaine façon. Vous lui apportez un outil qui va lui faciliter la vie. Pour vous, c'est évident, ça lui apporte de la valeur ajoutée. Il peut s'accrocher à l'ancienne façon de faire pour des raisons irrationnelles que vous n'allez pas comprendre. Ouais. Donc la solution, c'est qu'il faut être à l'écoute, il faut parler, il faut écouter de façon humaine et essayer d'expliquer et de comprendre. Voilà. La troisième partie, c'est de créer la capacité de changer. Donc, capacité de changer, tout simplement, ça passe par de la formation, de l'accompagnement et du support. C'est-à-dire, je ne peux pas juste venir et demander à la personne de changer de façon de travailler du jour au lendemain. Donc, il faut accompagner les gens. Et la troisième, c'est de renforcer et cristalliser le changement. Ça veut dire, une fois le changement devient la nouvelle réalité, il faut le renforcer en le mettant en avant, en montrant les résultats, en montrant la valeur ajoutée que cela a apporté, pour que les gens puissent reproduire le nouveau comportement et l'adopter. Dernier point très rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard sur la gestion du changement de projet. Oui, alors, la transformation. Juste quelques points pour la gestion d'un projet de transformation, c'est que cela concerne tout le monde. La spécificité sur les projets RH, c'est que ça concerne tous les collaborateurs d'une entreprise. Donc il faut essayer d'embarquer tout le monde et ne pas laisser des gens de côté. Communiquer clairement, régulièrement et de façon humaine. Donc l'écoute, c'est très important. Et généralement, dans les grands projets de transformation sur la conduite de changement, le premier levier ou parmi les principaux leviers de changement, c'est ce qu'on appelle le sponsorship ou le sponsoring. D'accord ? Dans les PME, on a un avantage très important, c'est que la figure de leadership ou la figure d'autorité dans une PME, elle a la proximité avec les gens. Donc il faut faire valoir ce levier, il faut aller parler aux gens. Quand je dis aller parler, ce n'est pas forcément des réunions, je peux prendre un café, parler, juste croiser dans un couloir, etc. Mais je peux prendre l'initiative de pousser pour le changement et de défendre les nouvelles pratiques, les nouveaux comportements, etc. auprès de tout le monde. Ce qu'une grande entreprise ne peut pas se permettre. Donc il faut en profiter.